Bonjour Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre intervention? Alors bonjour, je m'appelle Patrick Jean, je suis au départ essentiellement réalisateur. J'ai écrit plusieurs livres sur des thématiques qui ont trait au genre de manière au sens large. J'ai fait des films qui traitent généralement des rapports de domination entre les groupes sociaux dans des situations où j'appartiens moi-même au groupe dominant. Et donc en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant que non-migrant, en tant qu'hétérosexuel, en tant que vivant dans une classe sociale plutôt à l'aise, même si ce n'est pas ma catégorie d'origine, ce sont tous les groupes sociaux donc qui me mettent dans un rapport hiérarchique. Et c'est ça que je questionne dans mes films et d'une certaine manière dans mes livres aussi. Il y en a un qui s'appelle Les hommes veulent-ils l'égalité. C'est exactement au cœur de ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la question très à la mode des nouvelles masculinités. Alors, c'est une question qui est effectivement très à la mode parce qu'elle est séduisante. Alors je vais commencer par vous dire que je n'y adhère pas. Je ne pense pas qu'il y ait des masculinités qu'on puisse classer entre masculinités toxiques ou plus ou moins vertueuses. Je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. La première raison, c'est que culturellement, tout nous incite à penser que nous sommes des êtres. Alors, il n'y a pas de mot pour le dire. Alors, c'est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on n'a pas pris la peine d'inventer un mot parce que ça paraît tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Donc, il faut employer une expression qui est congruent avec soi-même. Congruent avec soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est l'image de l'être humain qui est taillé dans un seul morceau de bois, dans une seule pierre. On est fait d'un seul bois. Ça, c'est l'idée qui nous est apprise très tôt. Donc, un tel est comme ceci, un tel est comme cela, et on est réduit à une sorte de catégorie dans laquelle on nous enferme. Alors, évidemment, en termes de sexe, de couleur de peau, etc., mais aussi de comportement, avec même un jugement moral, parfois, qui peut s'exercer. En réalité, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Les êtres humains, nous sommes extrêmement complexes. Un homme peut, ou une femme aussi d'ailleurs, peut être quelqu'un de très urbain, très urbaine, très poli, très agréable, et devenir, au volant de sa voiture, quelqu'un d'agressif, de violent, de vulgaire. On en connaît tous des exemples. De la même manière, un homme peut être exemplaire en famille, en termes de comportement avec sa femme, les femmes, et être au travail extrêmement sexiste, harcelant, ou vice-versa. Donc, on ne peut pas dire un tel est comme ceci, un tel est comme cela. D'abord, généralement, on n'en sait rien. Moi, je vais vous parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous n'êtes pas allé vérifier dans ma vie privée comment je me comporte. Peut-être que je me comporte pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer en m'écoutant. C'est pas à moi de le dire. Donc, nous ne sommes pas des êtres congruents avec nous-mêmes. Il faut sortir de cette idée-là. Donc, mon type de masculinité, j'en ai pas. J'ai sans doute des types de masculinité qui varient d'ailleurs selon aussi les moments, les humeurs, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, cette idée des masculinités, c'est une idée très binaire, un peu religieuse, qui nous ramène à la question du bien et du mal. Alors il y aurait les hommes qui seraient du côté du bien, les hommes qui seraient du côté du mal. C'est un peu puéril comme manière de regarder les choses. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu de hauteur et regarder ce que ça veut dire la masculinité. Alors là, il y a les anthropologues qui peuvent nous aider. Et puis l'histoire aussi, parce que c'est un processus, la masculinité. Alors, si je m'en réfère à des anthropologues comme Françoise Héritier en France, elle a parfaitement démontré dans le deuxième volume de Masculin-Féminin que ce qui définissait la masculinité, pas sur le plan biologique, hein, sur le plan biologique c'est très clair, hein, il y a les hommes, les femmes, les mâles, les femelles, il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien, ça a été démontré aussi, que chez les humains, il n'y a pas un cerveau sur le plan cognitif, donc sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la reproduction, oui, mais sur le plan cognitif, de l'intelligence, de la compréhension, de nos capacités intellectuelles, il n'y a pas un cerveau masculin, un cerveau féminin. Donc, il n'y a pas de raison d'aller chercher des explications de ce côté-là. En revanche, il y a une construction sociale, c'est-à-dire ce que nous sommes en tant que membres d'un groupe
homme ou femme, parce qu'on nous a appris à être comme ça. Et ça varie beaucoup selon les époques. Donc la masculinité à l'époque chez les aristocrates à l'époque de Louis XIV, c'est porter des perruques, c'est porter des hauts talons et se maquiller. Évidemment, ça ne correspond plus du tout à la masculinité d'aujourd'hui. Donc socialement, culturellement, c'est quelque chose qui change. On a l'impression que c'est très statique, que l'homme... Alors c'est l'image de dessin animé, hein, l'homme qui est avec sa massue comme ça dans la caverne. Bon, en fait, ce sont des images d'Épinal. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça varie beaucoup selon les époques, ça varie beaucoup selon les classes sociales, parce que sous Louis XIV, il est évident que dans les campagnes, les paysans ne sont pas avec des perruques, avec des hauts talons et du maquillage. C'est une autre forme de masculinité. Et donc, quand on essaie de comprendre quel est le point commun entre toutes les masculinités, quelles que soient les époques et quelles que soient les classes sociales, eh bien, François Héritier disait, ce qui définit la masculinité, c'est le pouvoir, et ce qui définit le pouvoir, c'est la masculinité, c'est-à-dire une position hiérarchique supérieure. Et on va le voir dans un instant pourquoi. Alors, je vais vous montrer une ou deux images qui vont illustrer tout ceci. Si on prend l'histoire de nos ancêtres, donc Sapiens, voilà une ligne de temps où l'on voit, alors là j'ai mis 200 000 ans, on sait aujourd'hui que c'est plus, mais en tout cas 200 000 ans, on est très 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 prudent par rapport à ce que je vais dire. Au-dessus, vous avez les aires glaciaires, et à droite, vous avez le drapeau européen, c'est le moment où Sapiens arrive en Europe, et après être sorti d'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Et puis vous avez l'invention de l'agriculture, l'invention de l'écriture, les grottes de Lascaux, l'an zéro et maintenant. Vous voyez, notre histoire, elle est très 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 à droite et avant ça, ben, ça évolue beaucoup beaucoup plus lentement, évidemment. Que savons-nous de manière certaine? On sait que sur toute cette période-là, 200 millénaires, 2000 siècles, les êtres humains, alors au départ en Afrique, nomades, alors quand on dit nomade, c'est pas au sens moderne du terme, mais par génération, ils franchissent quelques kilomètres, mais en tout cas, ils avancent. Ils vivent dans des petits groupes familiaux, d'une quinzaine, une vingtaine d'individus. Et ces familles, on le sait grâce à l'ADN mitochondrial qu'on retrouve dans les restes des êtres humains quand on retrouve des groupes d'individus, ces familles échangent entre elles des filles, des femmes, jamais les garçons. Alors on le sait parce que quand on retrouve les restes et cet ADN mitochondrial, on peut savoir entre les individus quels sont les liens familiaux et on voit que les filles de la famille, elles ont disparu, elles sont pas là. Et il y a d'autres filles qui sont là, d'autres femmes qui sont là, qui ont eu des enfants dans cette famille-là, et elles viennent d'autres familles. Donc ça veut dire que soit on les a volées à d'autres familles, au pluriel, soit, et on sait que c'est ça qui s'est produit, il y a eu un échange de filles pour créer de l'alliance, parce que ces petits groupes familiaux, ils créent ce que Lévi-Strauss appelle le début de la société, le début de la civilisation, c'est quand on commence à faire lien avec des gens qui ne sont pas de notre propre famille, et ça se fait sur base d'échanges, et puis ça s'est pratiqué dans l'histoire. On se souvient que des familles régnantes en Europe, par exemple, échangeaient les princes, les princesses pour se faire des alliances sur base de ces unions. Eh bien, c'est ça notre histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles sont un bien de propriété qu'on peut échanger. Pourquoi? Parce que quand nos ancêtres ont eu un cerveau suffisamment intelligent pour mettre du sens et questionner le monde et essayer de comprendre, ils ont bien vu qu'il y avait des bébés qui sortaient de la moitié des individus et jamais de l'autre. Pourquoi? Ils ont compris qu'il y avait un lien entre l'acte sexuel et la reproduction. Ça a dû mettre un temps fou pour comprendre ça, parce qu'il y a 9 mois entre les deux. Hein, bon, aujourd'hui, il y a des types qui n'ont pas encore compris le lien entre les deux. 9 mois, c'est très long. Ils ont compris ça, et ils ont compris quoi? Un truc parfaitement logique, mais faux, on le sait aujourd'hui, c'est que l'homme dépose quelque chose dans le corps de la femme, et ça devient un bébé. Donc c'est l'homme qui se reproduit, la femme est vide. C'est pourquoi dans beaucoup de langues du monde, on parle de femmes en termes de vacuité. Ce sont des outres, des calebasses, des vases sacrés chez Aristote, des grottes, des cavernes, des trous, mais c'est toujours quelque chose de vide, une vacuité qu'il faut remplir. Et donc c'est l'homme qui se reproduit, et donc en toute logique, il est propriétaire de l'outil qui lui permet de se reproduire, l'outil étant la femme, et il l'échange avec d'autres pour créer des alliances. Donc ça veut dire que quand même, ce qui fait la base de notre civilisation, de toutes les civilisations, bien avant, regardez la ligne du temps, eh bien c'est la propriété et l'échange entre des familles, échange de filles, échange de femmes. Donc ça veut dire que, vous voyez, ça nous place, la question de la masculinité et du pouvoir, en voilà l'origine. Alors évidemment, ça ne s'est pas arrêté là parce que nos ancêtres
ont essayé, et là je me réfère encore à Lévi-Strauss et Françoise Héritier, euh, ils ont essayé de comprendre et de classifier le monde. C'est ce que fait notre cerveau. Il observe et il fait des classements pour essayer de comprendre. Et en classifiant le monde et en essayant de le comprendre, eh bien, ils ont observé qu'il y avait, alors ce que François Héritier appelait des butoirs de la pensée, c'est-à-dire des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont beaucoup de choses qui sont binaires. Le jour, la nuit, on ne peut pas négocier avec ça. Tous les jours, il y a le jour, la nuit, c'est comme ça. C'est extrêmement binaire. Quand on regarde le corps des mammifères et des êtres humains, il est très binaire. On a 2 bras, 2 jambes, on est très binaire, une partie gauche, une partie droite. Et évidemment, une des choses très très binaires qu'ils ont observées, c'est qu'il y avait 2 sexes, les hommes et les femmes, et ça c'est irréductible aussi. Ils observent le groupe autour d'eux, et qu'ils soient hommes ou femmes, ils ne peuvent qu'observer le fait qu'il y a 2 sexes, et que ces 2 sexes, eh bien, il y a des choses différentes en termes de reproduction qui se passent, et là aussi, il n'y a pas de négociation possible. Et donc, ils vont créer petit à petit toutes sortes de concepts, excusez-moi ici, ils sont en anglais, mais je vais les traduire, qui sont, alors on peut réfléchir, hein, encore aujourd'hui, nos concepts fonctionnent comme ça, de manière sur une base binaire. Alors il y a très très peu d'exceptions. Alors quand il y en a, par exemple, chaud, froid, tiède, alors le tiède existe, mais il est quand même le centre entre 2 pôles, et moi j'ai jamais vu un robinet avec un point rouge, un point vert, un point bleu, et un point qui serait vert, par exemple, au milieu pour indiquer le tiède. Non, le tiède, on le déduit de cette binarité entre 2 pôles. Et l'essentiel de nos concepts, ils fonctionnent comme ça. Le haut, le bas, le sec, l'humide, le dur, le mou, le sacré, le profane, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on sait, c'est que dans toutes les sociétés, on observe que ces deux, ces couples binaires sont répartis entre 2 pôles, l'un étant considéré comme positif, l'autre comme négatif, avec une hiérarchie donc, et la distribution de ces concepts n'est pas nécessairement la même dans toutes les sociétés, mais le schéma est le même. Et le schéma, et cette distribution, c'est ce qui correspond à beaucoup de cultures, notamment la nôtre. Intuitivement, on sait bien pourquoi. Difficile de le justifier, mais on le sait. Il vaut mieux chez nous être sec que mouillé, être actif que passif, être plein que vide, être ouvert que fermé, être sacré que profane. Et dans toutes les cultures du monde, le pôle qui est considéré comme hiérarchiquement supérieur, il est considéré aussi comme masculin. Et celui qui est hiérarchiquement inférieur, il est considéré comme féminin. Et donc, si on réfléchit à ça pour trouver nos intuitions, qui sont en fait des productions culturelles, mais nos intuitions par rapport à ça, si on se dit actif-passif, oui, dans notre société, il vaut mieux être actif que passif, c'est clair. Est-ce que actif, passif, qu'est-ce qui est masculin, féminin? Spontanément, on pense qu'actif c'est masculin et que passif c'est féminin. Il y a des cultures où c'est pas le cas. En Asie du Sud-Est, il y a des exemples où c'est passif qui est valorisé et masculin, c'est être actif comme un homme sage, laisser venir le monde à soi, et c'est passif qui est féminin et qui est déconsidéré. Donc il y a une hiérarchie dans l'ensemble de nos concepts qui fait que tous les outils intellectuels, tous les outils conceptuels que nous avons pour comprendre le monde, ils sont organisés selon une hiérarchie masculin-féminin. Donc, on voit bien cette question de définition du masculin comme étant une position de pouvoir, bah, la voilà, même dans nos concepts, même dans les mots que nous employons. Donc évidemment, ça rend la transformation en cours beaucoup plus compliquée. Il y a parmi différentes lois universelles que les anthropologues ont mis en évidence, il y en a 2 qui sont très importantes. La première, c'est celui qui est né avant, chronologiquement, est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après. Donc l'adulte sur l'enfant, c'est pas qu'il vaut plus, c'est qu'il est hiérarchiquement supérieur à l'enfant. Dans une fratrie, le premier qui est né, il est hiérarchiquement supérieur. C'est pour ça que dans les familles régnantes, c'est le premier né, hein, c'est la loi de la primogéniture, hein, c'est le premier né qui devient le souverain. Et la deuxième loi, c'est, on vient de le voir, c'est le masculin est hiérarchiquement supérieur au féminin. Alors quand on mélange ces 2 lois, celui qui est né avant et qui est masculin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le père. Alors le père, je ne parle pas du papa qui s'occupe de ses enfants avec amour, je parle du père en termes de position politique. C'est une position politique, le père, dans toute société. Alors, puisqu'il est né avant et il est masculin. Alors, on a vu que il était traditionnellement
le propriétaire du corps des femmes et des enfants, les enfants ils peuvent même les échanger, du corps des femmes qui sont vides, qui sont un outil. Napoléon Bonaparte l'écrit en toutes lettres, hein, il dit le père il est propriétaire, et en France par exemple, la criminalisation du viol conjugal c'est en 1992 ou 93, une année sur l'autre c'est les États-Unis et la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, l'homme ne viole pas sa femme, il utilise un corps dont il est propriétaire. Et c'est seulement à la toute fin du XXe siècle qu'on se met à criminaliser, à considérer que c'est un interdit. C'est bien la preuve qu'il est propriétaire. Donc, le père, on a le père de famille en bas de l'échelle, on a tout en haut le père de la nation, l'actuel président du Sénat parle du président de la République comme le père de la nation, les États-Unis parlent de leur père fondateur, on a l'autorité spirituelle, c'est le curé à qui on dit mon père, ou bien monsieur l'abbé, ça veut dire le père en araméen. Dans les monothéismes, Dieu, c'est le père, il est masculin, on parle de lui au masculin, c'est très clair, et c'est un père. Parfois, certains s'adressent à lui en disant mon père. Donc, on a toute une hiérarchie. Le patron, évidemment, dans la tradition paternaliste, le patron, c'est la métaphore du père. Sous l'Ancien Régime, le père de famille, il est le représentant du roi sur la famille, le roi étant le père de ses sujets, évidemment. Donc, toutes les positions politiques, ce sont les positions masculines de celui qui est né avant, au moins symboliquement. Et on a une hiérarchie entre Dieu, le père de famille, le roi ou le président entre les deux, et puis toutes les autres formes de paternité politique. Et donc, évidemment, on voit qu'on a quelque chose qui est très construit sur la masculinité, qui a des formes, comme on l'a vu, différentes, une apparence, hein, les perruques d'un côté, pas les perruques de l'autre, selon les époques, mais en tout cas, dans le schéma d'organisation sociale, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui s'est construit et qui ne bouge pas. Pendant 200 000 ans, ça ne bouge pas. Et puis, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe tout à coup, à un moment de l'histoire, toute fin du 19e siècle, euh, voilà ici le 19e siècle, à la toute fin, il y a des petites choses qui se passent. Et puis le 20e siècle, chaque bâton, ce sont des événements en matière d'évolution, de progrès des droits des femmes. Et plus le bâton est haut, plus ce sont des événements importants. Et on voit que plus on avance au cours du XXe siècle, plus il y en a, plus ils sont importants. Et puis les petits tirets que j'ai mis au bout, après la ligne bleue, c'est l'avenir. On voit bien qu'évidemment, il n'y a aucune raison de penser que ça ne va pas continuer et que ça ne va pas s'intensifier. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, vous allez me dire, oui, c'est parce que des femmes se réveillent et formulent des demandes. Mais en fait, elles le faisaient avant. La différence, c'est qu'avant, on leur coupait la tête. On les brûlait vives, on les pendait, on leur faisait toutes sortes de choses, ou bien elles n'osaient pas le faire. Mais ces demandes ne sont pas neuves, mais à un moment de l'histoire, alors que pendant 200 000 ans, il ne se passe rien, à un moment de l'histoire, elles sont entendues. Alors pourquoi? Eh bien, parce que ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une émergence. Alors une émergence, qu'est-ce que c'est? Dans un système complexe, c'est un système où il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas faire de prédiction, comme la météo par exemple. La société humaine, c'est un système complexe, voire même hyper complexe. Dans les phénomènes complexes, il y a ce qu'on appelle des émergences. Des émergences, c'est le fait de voir apparaître des phénomènes ou des comportements à partir du moment où on additionne des éléments qui individuellement ne les comportent pas, ces phénomènes ou ces comportements. Alors je vous montre un exemple pour vous figurer ce que ça veut dire. Voilà à gauche des blocs de bois, et les mêmes blocs de bois qui sont dans une émergence. Alors évidemment, avec les blocs de bois, ça marche pas. Hein. Les blocs de bois ne se mettent pas spontanément à bouger et à créer des phénomènes ou des comportements. Les êtres humains, oui. Les êtres humains, ça fonctionne comme ça. Et donc, une émergence, il y a des éléments qui vont la provoquer. Et c'est très difficile d'en dresser la liste, mais on peut dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'il y a une émergence dans l'humanité en termes de pensée des rapports entre les individus. Alors, selon leur sexe, selon leur couleur de peau, selon leur orientation sexuelle, tout ça se passe à la même époque, essentiellement le XXe siècle, et essentiellement la deuxième partie du XXe siècle. Quelles sont les conditions d'émergence? Alors il y a plein de paramètres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'allongement de la durée de la vie, la réduction du nombre d'enfants par femme, l'exode rural, la transformation des modes de production et donc de travail, le recul du sacré, voilà, plein de paramètres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ensemble font que ces demandes des femmes, elles ne sont plus, on ne les tue plus pour ça.
on va petit à petit se mettre à les écouter, on va petit à petit se mettre à les entendre, et petit à petit, ça va avoir une influence sur la société, c'est-à-dire que ça va vraiment transformer la société. Et donc, comment faut-il voir les choses? Il faut voir les choses comme un train dans lequel se trouve toute la société. Alors, à l'avant du train, vous voyez, il va vers la droite le train, là, j'ai mis une petite flèche. Euh, À l'avant du train, il y a sans doute plus de femmes, et notamment les féministes, qui sont là pour être en position, pour être aux premières loges pour ces transformations qu'elles espèrent. Il y a quelques hommes alliés vers l'avant du train. Ça se mélange au milieu, et puis à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a essentiellement des hommes qui sont dans le train, donc ils ne peuvent pas arrêter la marche du train, ils ne peuvent pas modifier la marche du train, ils sont dedans, ils sont emportés par le train, mais ils se mettent à l'arrière pour subir, parce qu'ils pensent qu'ils les subissent, le plus tard possible les effets, parce qu'il y a entre l'avant du train et l'arrière du train, il y a un décalage dans le temps, et donc ils se disent, je vais essayer. L'idée, c'est, ça dure depuis 200 000 ans, pourquoi ça tombe sur ma génération? C'est un peu ça l'idée. Hein. Ils le disent pas comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, en se mettant à l'arrière du train, voilà, ils essaient de postposer les effets de ces transformations. Donc, l'idée de résister à ça, c'est absurde. Du côté masculin, c'est absurde. Il n'y a pas le choix. Ce sont des mouvements sociaux qui nous traversent et contre lesquels on ne peut, encore une fois, que postposer dans le temps. On peut pas y résister. En revanche, on peut se dire que on peut être ce qu'on appelle des catalyseurs. C'est-à-dire que des émergences, pour démarrer quand le système est prêt, rend possible les émergences, l'étincelle qui les fait démarrer, c'est ce qu'on appelle un catalyseur, ou bien le catalyseur, c'est aussi ce qui permet d'accélérer ces transformations, ces émergences. Alors évidemment, le mouvement des femmes, ça a été le grand catalyseur. C'est l'étincelle qui n'attendait que ça depuis très longtemps, et à un certain moment, ça marche. Au moment de la Révolution française, elles auraient sans doute bien voulu aussi, mais ça n'a pas marché. On sait comment ça s'est terminé avec Olympe de Gouges, par exemple. Au XXe siècle, ça marche, c'est un grand catalyseur. Mais le catalyseur, c'est ce qui permet d'accélérer, et donc en tant qu'homme, on peut être évidemment des catalyseurs. Et je dirais même plus, en tant qu'homme et en tant qu'homme blanc, nous sommes idéalement placés pour être des catalyseurs. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il est quand même toujours majoritairement aux mains des hommes dans les entreprises, même si celles qui sont très actives pour se transformer. Les manettes sont toujours aux mains des hommes, même parfois aux mains d'hommes qui voudraient accélérer, changer les choses, mais elles sont toujours aux mains des hommes. Donc nous sommes idéalement placés pour participer à cette transformation en travaillant sur nous et sur notre positionnement, évidemment. Parce que très souvent, notamment dans les entreprises, on a tendance à travailler sur les femmes. C'est-à-dire les femmes ne sont pas assez assertives, les femmes n'osent pas trop demander des promotions, les femmes ne mettent pas la priorité sur leur carrière, mais comme si c'était elles le problème. Mais non, le problème c'est nous, évidemment. Le problème c'est toujours l'homme dans ce rapport avec la femme, le blanc pendant des siècles de colonisation, d'esclavagisme, etc. Le problème c'est pas l'esclave, c'est l'esclavagiste, évidemment. Donc, en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, valide, parce que c'est un des sujets aussi qui vient se mettre dans ces rapports de hiérarchie, d'inégalité à tout le moins, nous sommes idéalement placés. Donc on voit que cette question des bonnes ou des mauvaises masculinités, elle n'a aucun sens. Parce que d'une part, on a tous, chacun en nous, quand on a du pouvoir ou une capacité d'avoir du pouvoir et donc des privilèges, on en fait usage. Alors on en fait usage d'abord volontairement, involontairement, et parfois on n'a pas le choix. La question des tâches ménagères, par exemple, qui est un des sujets très importants, c'est le sujet numéro 1 de dispute des couples. L'homme peut dire, après tout, je vais faire des efforts et je vais considérer que ces tâches ménagères, ça nous appartient à tous les deux, je vais en faire la moitié. Mais il y a des privilèges sur lesquels moi je peux rien faire. Il y a un privilège qui me semble exorbitant, c'est le fait de ne pas avoir peur de l'agression sexuelle ou du viol. Moi, je garde ma voiture dans un souterrain. J'ai peur peut-être qu'on me vole ma voiture, qu'on me frappe, qu'on me vole mon portefeuille, que sais-je. Le viol, je n'y pense même pas. Je peux avoir une réunion en tête-à-tête avec un homme ou plusieurs hommes, l'idée ou plusieurs femmes. L'idée du viol ou dans un ascenseur, l'idée du viol, de l'agression sexuelle, qu'on va me toucher le sexe, etc. Mais pour moi, je dois admettre que c'est même quelque chose de totalement abstrait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un concept dont j'entends parler parce que les femmes en parlent, mais cette peur-là, cette inquiétude-là, je ne peux pas la ressentir, je peux même pas l'imaginer. Et donc ça, évidemment,
vivre dans ce monde-là avec cette peur ou sans cette peur, en l'occurrence sans cette peur, c'est un privilège gigantesque. Il y a beaucoup de privilèges sur lesquels individuellement on peut pas faire grand-chose. Mais donc, évidemment, quand on est en position de privilège, ben, on en jouit, même parfois malgré soi. On en jouit parfois volontairement parce qu'on est un peu de mauvaise foi et qu'on n'a quand même pas très envie de faire les tâches ménagères, par exemple. Alors on dit on sort la poubelle, on coupe le bois et puis voilà, on est tranquille pour l'année. Euh, donc évidemment, sachant tout cela, nous sommes en bonne position pour transformer les choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise masculinité. Il y a des comportements, évidemment, qui vont être des catalyseurs ou des comportements qui vont être en résistance par rapport au changement et à l'évolution vis-à-vis de l'égalité entre les individus. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de les voir et de convaincre des hommes que, parce que sinon c'est compliqué. On va dire aux hommes, oui, peut-être que vous êtes dans le mauvais camp. Attention, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Et alors quoi, ils vont se sentir coupables, ils vont se plagier. Mais non, c'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en comprenant quelle place on occupe dans le système et en voyant comment, à partir de là, à partir du moment où on prend acte de la situation systémique, on peut commencer à se changer soi-même en sachant qu'évidemment, quand on se change soi-même, on change le monde. Merci Patrick pour cette présentation qui nous donne vraiment une vision systémique de cette question. Quelles sont pour vous les répercussions justement de ces questions-là au sein de la famille et plus spécifiquement sur la question des violences intrafamiliales ou conjugales? Alors évidemment, les répercussions, elles sont innombrables. Parce qu'évidemment, on ne se défait pas de cette histoire qui a 200 000 ans, comme ça en 50 ans. Et là, évidemment, c'est là que la justice peut être un catalyseur. Le législateur, mais ça, il l'a déjà fait d'une certaine manière, pas assez, mais il l'a déjà fait beaucoup. Et la justice peuvent être des catalyseurs formidables. Parce que un des endroits les plus violents sur ces thématiques, c'est à l'intérieur de la famille. Alors pourquoi? D'une part, violence masculine vis-à-vis des femmes, ce qu'on appelle la violence conjugale. On voit bien que c'est un phénomène qui est endémique. Le nombre de femmes qui sont tuées, on parle de ça, le nombre de féminicides, le nombre de femmes tuées chaque année par leur conjoint, mais il faut savoir que pour chaque femme tuée, il y en a énormément qui se retrouvent à l'hôpital, en réanimation, qui ne meurent pas, qui n'entrent pas dans ces statistiques, voire même, m'ont dit certains spécialistes, des femmes qui sont tuées, qui n'entrent pas dans les statistiques, donc il y en a plus que ce qu'on dit. Et puis évidemment, toutes celles qui sont battues au quotidien, alors ça c'est encore plus important, et puis encore plus important, toutes celles qui ne sont pas nécessairement physiquement battues au quotidien, mais qui subissent des violences psychologiques inouïes, dont on connaît aujourd'hui les conséquences traumatiques colossales. Et puis on élargit encore toutes celles qui au quotidien sont simplement maltraitées, humiliées, pas prises à leur juste valeur, et placées donc dans cette hiérarchie traditionnelle entre l'homme et la femme, avec évidemment le père de famille qui est toujours dans une position relativement sacrée. Premier point. Le deuxième point, c'est la violence vis-à-vis des enfants. Alors, les enfants, ils subissent ce que je viens de dire. La violence conjugale, on sait aujourd'hui à quel point les enfants ne sont pas des témoins, ce sont des victimes des violences conjugales, même s'ils ne sont pas frappés, même s'ils n'en sont pas directement témoins, c'est-à-dire qu'ils ne le voient pas, ils en sont évidemment victimes, on le sait aujourd'hui, ça a été démontré. Mais évidemment, il y a la question de l'inceste. Alors, Lévi-Strauss expliquait bien que ce qui fait apparaître l'interdiction de l'inceste, c'est ce que je disais, l'échange des filles. On échange les filles pour créer de l'alliance, et donc on s'interdit d'utiliser leur corps pour se reproduire notamment, parce que il faut les garder pour les échanger avec d'autres et créer ces alliances. Et Lévi-Strauss le dit en toutes lettres. Il dit quand on pose la question à des hommes qui sont aujourd'hui dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs et qu'on leur dit mais pourquoi t'as pas des relations sexuelles avec ta sœur par exemple, il dit mais enfin mais tu es fou, pourquoi je ferais ça, je préfère gagner un beau-frère, je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur, nous voilà beaux-frères, nous voilà alliés. Et disent-ils, il en témoigne, mais pour aller à la chasse, pour aller à la pêche, c'est tellement important d'avoir ce type d'alliance, c'est beaucoup plus important que d'avoir des relations sexuelles avec ma fille ou ma sœur. Et Lévi-Strauss précise, ça n'a jamais arrêté l'inceste. Ça le prohibe, ça le rend interdit, pas pour des raisons morales, pour des raisons tout à fait utilitaires au départ, et puis ça devient pour des raisons morales, mais l'inceste a toujours existé. Et il continue d'exister. Alors il a été nié, invisibilisé,
C'était de toute façon le père de famille, il faisait ce qu'il voulait avec le corps de sa femme et de ses enfants. Donc personne, la loi n'allait pas y mettre le nez. C'est au cours du 19e siècle que petit à petit la loi vient s'occuper de ça. Parce que on se rend compte que quand même il y a des choses qui se passent, des viols d'enfants, et on pense d'abord que les traumatismes psychologiques n'existent pas, hein, que s'il n'y a pas de traumatisme physique, bon, bah, l'enfant il s'en remettra. On découvre petit à petit qu'il y a des traumatismes psychologiques, et on se retrouve aujourd'hui avec une situation où l'inceste est toujours un problème endémique aussi. Alors, moi je m'en réfère, j'ai toujours très peur des chiffres qui sont sortis parfois par des associations, qui sont des chiffres un peu flous. Je m'en réfère aux chiffres de la grande enquête de l'INED, Institut national des études démographiques en France, qui nous dit que il y a autour de 6% des mineurs qui subissent au moins une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol avant la fin de l'adolescence, 6% dont la moitié dans le cadre familial. Alors dans le cadre familial, l'agresseur numéro un statistiquement c'est le père. Et puis viennent les autres, le grand-père, l'oncle, le frère, le meilleur ami de la famille. Alors si je ne prends que la question de l'inceste, donc la violence masculine, parce que 98% dans tous ces crimes et délits, 98% des auteurs sont des hommes. Donc c'est bien un phénomène masculin. Euh, Si on prend ces chiffres, ça veut dire que dans chaque classe d'école, il y a autour de 2 enfants qui ont subi, ou qui subissent, ou qui subiront avant la fin de l'adolescence, au moins une agression sexuelle, tentative de viol ou viol. Et dans les chiffres de la justice, ça n'apparaît pas. Ça veut dire que là, il y a un problème systémique colossal, là où la justice devrait jouer son rôle, elle ne le joue pas, et je sais que un des problèmes, c'est le manque de moyens. Parce que quand vous faites ce calcul sur la population scolarisée aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes. Plus toutes les victimes qui pourraient porter plainte parce que leur dossier n'est pas prescrit, parce que jusqu'il n'y a pas longtemps c'était 20 ans, donc vous faites x2, grosso modo, ça fait quasiment 1 500 000 dossiers qu'il faudrait instruire. C'est impossible. La justice n'en a pas les moyens pour l'instant. Donc là, il y a un véritable problème, mais évidemment, c'est quand même du ressort des magistrats de taper du poing sur la table pour faire apparaître ces phénomènes, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plutôt que de les faire apparaître et de montrer l'impuissance, l'incapacité en termes de moyens de la justice de les traiter, eh bien on les met sous le tapis. Comment les mettons sous le tapis? Eh bien, à l'aide de théories qui viennent des États-Unis, qui viennent des années 80. On sortait des années 70 où, on l'a bien vu, on l'a découvert récemment en France, bon, on le sait depuis longtemps, mais le grand public l'a découvert. On pouvait violer les enfants, c'était pas très grave, les affaires Maznev et autres. On sortait de ça. Des Américains théorisent l'idée que quand un enfant se plaint d'une agression sexuelle, notamment dans le cadre familial, notamment quand c'est son père, eh bien, en fait, il faut jamais le croire. Ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale. C'est la mère qui aurait mis ça dans la tête de l'enfant pour se venger du père. Au 19e siècle, ça existait déjà, hein. Et on disait que c'était pour se venger du curé ou du notable. Voilà, c'est toujours l'idée que c'est la mère qui met dans la tête de l'enfant une agression qu'on ne veut pas voir, en fait. Parce qu'on sait, statistiquement, elle est là, elle est mesurée dans tous les pays de l'OCDE. Il y a des études qui s'empilent, il y en a un mur complet. Mais on ne veut pas le voir. Donc on considère que ce sont des syndromes d'aliénation parentale. C'est un truc complètement farfelu qui est né dans la tête d'un auteur farfelu qui vantait la pédocriminalité, qui plus est, donc c'est très clair. Aujourd'hui, c'est plaidé en justice. Aujourd'hui, il y a encore des experts qui vont devant les juges pour dire c'est un syndrome d'aliénation parentale ou bien c'est de l'aliénation parentale. Et quand on n'emploie pas le mot, on décrit le phénomène de la même manière. On dit non, non, mais l'enfant a menti, c'est la mère qui. Et qui plus est, évidemment, beaucoup de dossiers sont classés sans suite quand les peu de plaintes, parce qu'il y en a peu en plus, arrivent devant la justice. Très souvent, c'est classé sans suite. La majorité des dossiers sont classés sans suite. Et quand ça arrive devant la justice familiale, que fait-on? Eh bien, on dit non, mais c'était classé sans suite. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas poursuivi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et donc, puisqu'il ne s'est rien passé, que l'enfant dit qu'il a subi des attouchements, voire un viol de la part de son père, par exemple, bah, ça veut dire que on l'a poussé à mentir, donc c'est la mère qui ment, donc la mère est toxique. Syndrome d'aliénation parentale. Et c'est comme ça que des milliers d'enfants, à l'heure où nous parlons, sont confiés par des juges aux affaires familiales au père que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel, en le coupant de la mère. C'est ce que revendiquaient, c'est ce que proposaient les auteurs qui ont inventé ces concepts pédocriminels, en le coupant de la mère qui est le parent protecteur. Voilà. On en a des milliers en France dans ces situations. Et donc voilà une des conséquences dramatiques
gravissime de cette domination d'un groupe social sur un autre, historique, et comme on le voit, qui a tout structuré. Ça a tout structuré parce que c'est venu avant d'autres constructions sociales. Donc les autres constructions sociales se sont construites sur cette base-là, alors qu'on avait déjà une pensée binaire, orientée masculin-féminin, orientée avec une hiérarchie, orientée avec la hiérarchie de celui qui est né avant. Tout ça a été tellement structuré qu'on en paye aujourd'hui le prix. Et il faut dire ce qui est, dans notre société, ceux qui en paient le prix le plus lourd, ce sont les enfants. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous.